Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de la solitude et du fait d'apprendre à apprivoiser sa solitude parce qu'elle cache énormément de trésors. Je fais ce sujet parce que j'entends beaucoup de gens aujourd'hui me partager le fait que c'est dur pour eux d'être seuls, que parfois ils aimeraient faire des choses, des activités, partir en week-end ou des choses comme ça, mais qu'ils n'ont personne pour y aller avec eux. Je pense que plus on prend en âge, moins les gens sont disponibles, ils ont leur vie, leur travail, leur famille, etc. Et donc ça peut être de plus en plus difficile, notamment quand on est célibataire, d'apprivoiser sa solitude. Pour moi, ça a été un très très long chemin et je vais vous en parler dans cet épisode. Je vais partager certains bouts de mon témoignage par rapport à ça, pas du tout parce que j'ai envie de vous raconter ma vie, mais parce que ça vous permet d'avoir des exemples qui illustrent ces propos, parce que j'étais véritablement phobique de la solitude. Pour moi, c'était un truc de dingue. Jusqu'à très tard, j'étais incapable d'être seule, mais vraiment incapable. J'ai toujours, dans le passé, en tout cas, plus aujourd'hui, mais dans le passé, j'étais très très entourée, je sortais tout le temps, j'avais beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'amis, et j'étais incapable d'être seule. Et aujourd'hui, c'est l'opposé total. Aujourd'hui, j'aime la solitude plus que tout, et je partage mon temps qu'avec les gens qui, pour moi, apportent véritablement une valeur à ma vie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager ici, c'est que, selon moi, apprivoiser sa solitude, c'est vraiment se permettre de choisir la qualité de notre entourage, de choisir la qualité des activités qu'on choisit de faire, etc. C'est la clé, selon moi, de la souveraineté, de l'alignement et de la paix intérieure. C'est une des clés de la paix intérieure qui est très très importante à maîtriser. Donc voilà pourquoi je vais en parler aujourd'hui. La solitude, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens et c'est normal. Je crois que l'être humain est à la base pas créé pour être seul tout le temps, vraiment pas. On est créé pour être en lien, on est créé pour partager des choses ensemble, etc. En revanche, je crois aussi qu'on a été créé pour passer des moments seuls dans notre intimité, pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir apprendre à se ressourcer par soi-même, apprendre à se ressourcer à l'intérieur de soi, sans dépendre de qui que ce soit d'extérieur, selon moi, est une clé extrêmement importante à maîtriser, particulièrement aujourd'hui. On vit des temps assez difficiles, l'actualité est plutôt anxiogène. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à couper de temps en temps. Moi, je ne suis pas du tout l'actualité tout le temps. Je pense que c'est très important de faire des breaks, parenthèse refermée. Et donc, si on n'a pas la capacité de se régénérer et de se ressourcer par soi-même, ça peut être vraiment de plus en plus anxiogène et je crois que ça peut devenir de plus en plus anxiogène dans les temps à venir. Voilà pourquoi j'en parle sur cet épisode. Apprendre à apprivoiser sa solitude est super important. Pourquoi ? Parce que j'en sais rien, si par exemple on a l'habitude d'aller voir un thérapeute pour aller mieux, ce qui est hyper important, j'en parle souvent ici, j'encourage les gens à faire des thérapies, donc franchement, faut pas hésiter. Mais si on devient dépendant de ce thérapeute, ou si on devient dépendant du conjoint, ou de la partenaire, ou de son meilleur ami, ou de sa meilleure amie, etc., il se passe quoi le jour où cette personne n'est pas disponible ? Il se passe quoi le jour où on a besoin en fait de se ressourcer, de se régénérer, on vit quelque chose d'anxiogène, et il n'y a pas quelqu'un pour nous écouter ou pour nous accueillir. Alors malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens vont sur ChatGPT. Je sais que ça peut dépanner de temps en temps, ok, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche, d'accord ? Ce qu'on cherche, c'est à récupérer son autonomie intérieure, en fait, sa capacité d'alignement intérieur, qui, je le crois profondément, est une qualité hyper belle à découvrir et à acquérir, et c'est là-dedans que, selon moi, se cache le trésor de l'amour-propre. L'amour-propre, c'est être capable de s'aimer sans aucun regard extérieur. Comment je m'aime quand personne n'est autour de moi ? Comment je m'aime quand personne me renvoie un miroir de moi, par exemple positif ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est normal, c'est très humain, qui dépendent du regard des autres pour s'aimer. Notamment, je pense à des artistes, etc., qui ont appris à s'aimer dans le regard du public. Il se passe quoi le jour où le public disparaît ? Il se passe quoi le jour où on fait un flop et tout s'arrête ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc pour moi, apprendre à être dans sa solitude, souverain et bien dans sa peau, c'est hyper important. Je vais revenir un peu sur mon parcours par rapport à ça pour illustrer mes propos, pas parce que j'ai envie de parler de moi, vous le savez maintenant, mais parce que je pense que c'est important d'incarner ce que je suis en train de vous transmettre. Et pour vous montrer que si moi j'ai pu apprivoiser ma solitude alors que je parle d'extrêmement loin sur ça, je crois sincèrement que tout le monde le peut, ok ? Il y a beaucoup de gens sur Terre qui sont terrorisés de la solitude parce que ça vient les ramener à des blessures d'enfance, d'accord ? Notamment la blessure d'abandon. C'est des personnes qui ont pu vivre soit un abandon réel, des personnes qui ont été abandonnées par leurs parents, etc., soit un abandon plutôt ressenti, comme le fait d'avoir un parent qui était absent émotionnellement, qui faisait pas attention, ou alors qui était violent, etc., avec de la maltraitance, tout un tas de choses qui peut faire que du coup on se sent abandonné, d'accord ? Dans mon cas, j'ai littéralement été abandonnée à la naissance. Je suis née sous X, donc mes parents m'ont abandonnée à la naissance. Donc autant vous dire que la blessure d'abandon était un gros sujet pour moi. Et donc la solitude me renvoyait personnellement à ça, me renvoyait au fait qu'on m'a abandonnée. Personne ne m'aime, on m'a abandonnée. Et donc pendant longtemps, je ne pouvais même pas, pour vous dire jusqu'à quel point c'était vraiment ancré en moi, je ne pouvais même pas rentrer dans une pharmacie pour demander un médicament seule. Il fallait que ma copine de l'époque, donc j'étais au collège,
vienne avec moi, m'accompagne à la pharmacie pour que je donne mon ordonnance, je récupère mon médicament et je reparte. Je ne pouvais même pas rentrer, je ne pouvais pas passer le seuil de la pharmacie, tellement je faisais des angoisses. C'était pas possible pour moi. Donc c'était à ce point-là que j'étais dépendante des autres, et ça a fait mon très grand malheur à l'époque parce que j'étais très mal entourée, et cette copine particulière est la pire amie que j'ai eue dans ma vie, vraiment. Donc pour le coup, le problème de ça, c'est que ça peut nous entraîner, le fait d'avoir ça, à avoir des dépendances affectives envers des personnes qui sont vraiment pas bonnes pour nous. Mais comme on ne supporte pas la solitude, on a du mal à faire vraiment des choix conscients et à discerner si là on est avec quelqu'un parce qu'on a vraiment envie de partager du temps avec cette personne spécifique, ou parce que là en fait on comble un vide parce qu'on ne supporte pas d'être seul, d'accord? Et à l'époque, si j'en parle maintenant, c'est parce que c'est vraiment, ça illustre bien les choses. J'étais très mal entourée. Cette personne n'était pas du tout une amie, c'était quelqu'un de très très toxique pour moi. Sincèrement, vraiment une des pires personnes que j'ai rencontrées de ma vie. Mais comme à l'époque j'étais pas capable d'être seule, eh bien je faisais tout ce que je pouvais pour rester avec cette personne parce que je ne supportais pas la solitude, ok? On voit ça notamment dans le cadre du couple, hein. Il y a beaucoup de gens qui restent en couple parce que peur d'être seul, ce qui est ok, enfin franchement je ne juge personne ici, je comprends vraiment cette peur-là, mais ici j'ai vraiment envie de vous donner des clés pour pouvoir sortir de ça. Donc pour revenir à cette histoire, vraiment je pars de loin sur ça, je vous donne ces exemples-là pour que vous compreniez que je sais de quoi je parle, ok? Donc pour les gens qui ont du mal à être seuls, je vous comprends, vraiment c'était compliqué pour moi. Et en fait, j'ai appris à apprivoiser ma solitude petit à petit. Et je vous invite à faire pareil si c'est difficile pour vous d'être seul, de faire petit à petit. Il n'y a pas besoin de vous mettre des gros challenges. Il n'y a pas besoin, si vous êtes en couple et que c'est hyper anxiogène pour vous d'être complètement célibataire, de hop, demain se barrer, etc. L'objectif, je le dis souvent, et je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai appris en coaching quand j'ai fait ma formation, c'est qu'il y a la zone de confort, la zone d'apprentissage, la zone de panique. L'objectif, c'est toujours d'être dans la zone d'apprentissage. La zone de confort, on peut y revenir de temps en temps, ça fait du bien, surtout après avoir vécu des périodes traumatiques. On se met un peu dans sa bulle, c'est cool. La zone de panique, on va éviter. En tout temps, on va éviter. Ok ? Donc en fait, c'est à vous de discerner vos limites et de vous dire, ok, j'ai envie d'apprivoiser ma solitude. Mais peut-être que le tour du monde en solitaire, c'est peut-être pas pour tout de suite maintenant, ça me fait un peu peur. En revanche, je peux me faire peut-être une nuit en solitaire quelque part, etc. On va jauger comme ça des petites actions qu'on peut faire pour se permettre de gagner en indépendance émotionnelle, et en indépendance tout court d'ailleurs, mais qui ne nous mettent pas en zone de risque, ok? Pas trop en zone de risque. Quand on est dans la zone d'apprentissage, on se met un peu en risque, ok? Mais on va faire un risque maîtrisé ici. Donc, pour revenir à cette situation et pour vous parler un peu de ce qui, moi, m'a aidée, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la thérapie. J'ai commencé la thérapie très jeune, j'avais 20 ans, j'en ai 36, donc j'ai fait vraiment 15 ans de thérapie. J'ai commencé la thérapie très jeune et la thérapeute m'a aidée à ça, m'a aidée à m'autonomiser, notamment à sortir un peu du lien fusionnel que je pouvais avoir avec l'un de mes parents, parce que c'est souvent aussi ça, hein, quand on a du mal à être seul, on est soit collé à sa famille, soit collé à ses amis, enfin voilà, on est collé à des gens, et ça nous empêche de voir la vérité sur potentiellement la nature du lien et le fait que c'est peut-être pas une relation qui est hyper saine. Alors, ça peut être des relations saines, auquel cas très bien, mais voilà, des fois en fait, le fait d'être dans ce truc un peu de dépendance nous empêche de voir la vérité de la relation, ok? Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à être seul. Donc j'ai d'abord été voir une thérapeute, j'ai travaillé ça avec elle et je vous invite vraiment à travailler ça avec quelqu'un. Et ensuite, je me suis mis des petits challenges. Donc, des petits challenges, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Dans mon cas, c'était d'abord de passer une soirée seule, dans une soirée à l'époque, donc c'était un bar, etc. J'y suis allée toute seule. Pour moi, c'était un challenge de dingo. Enfin, vraiment, je pense que pour les gens qui ont peur de la solitude, aller dans un endroit comme ça tout seul, c'est flippant, ok? Donc, il y a eu ça. Je me suis rendu compte que j'étais pas morte. Ensuite, il y a eu je crois que j'ai fait un week-end toute seule. Je suis partie un week-end, j'ai pris une chambre d'hôtel et j'ai pris un week-end toute seule. J'ai commencé à sentir que ça me faisait beaucoup de bien. Ensuite, je suis partie 3 semaines toute seule à Bali. Et ensuite, je suis partie en tour du monde toute seule. Et ça a été un des plus gros challenges de ma vie. Et le truc qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'au moment du décollage, je n'avais plus aucune peur. J'étais convaincue que c'était le bon chemin pour moi. Alors, je vous dis pas de faire pareil, du tout. Je vous donne juste là mon témoignage sur la solitude. J'étais convaincue que c'était le bon chemin pour moi parce que ça m'appelait trop fort. Je crois que des fois, on a des appels qui sont trop forts et quand on réalise ces challenges, on a une espèce de montée d'adrénaline. Selon moi, c'est aussi la présence de Dieu qui vient nous booster dans un truc qu'il a pour nous. Et donc, pour moi, ce voyage en solitaire d'1 an a été l'acte qui a débloqué à 100% ma peur de la solitude. Je n'ai plus jamais eu peur d'être seule à partir de là. Alors que vraiment, encore une fois, vous rappelez, je vous ai raconté le départ, je pars de très loin sur ce sujet-là. Donc, moi, encore une fois, j'ai fait un truc qui, pour plein de gens, paraît foufou, d'accord ? Et même moi, vous m'auriez dit 10 ans avant, tu vas faire un tour du monde toute seule et tu vas kiffer et t'auras pas peur, je vous aurais jamais cru, ok ? Je pars de loin, encore une fois. Mais ça m'a permis de guérir ce truc-là et ça m'a permis d'apprendre à me découvrir seule. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est seul ? Et notamment quand on voyage. C'est pour ça que je trouve que le voyage est intéressant.
Encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens de partir comme ça, ou alors c'est pas un truc qui vous donne envie, il faut vraiment pas se forcer. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas parce que beaucoup de gens font des tours du monde qu'il faut le faire, ok? Ça peut être un week-end complet, en coupant son téléphone, en le mettant en mute, en coupant son téléphone et en étant seul avec vous-même. Je vous garantis que ça change une vie, sincèrement. Donc pour moi, c'est des expériences hyper importantes à faire. J'ai oublié de préciser depuis le départ que tout ce que je vous dis dans le fait d'avoir une soirée seule, un week-end seul, des vacances seules ou un tour du monde seul, mon téléphone était quasiment en permanence éteint, d'accord? Alors quand j'étais en tour du monde, évidemment, je l'allumais de temps en temps, mais la détox digitale, elle est avec pour moi. Parce qu'on peut être seul et être tout le temps en train de scroller, donc en fait, on n'est pas seul. Si on communique en permanence avec des copains, on n'est pas seul. Et je vois de plus en plus de gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, même quand ils sont en vacances, etc. Et ça fait que même si on est censé se détendre et se recentrer, en fait, on est tout le temps en interaction sociale. Et je pense que c'est hyper important d'avoir des breaks d'interaction sociale. Donc je referme la parenthèse, mais je vous invite, en tout cas, si vous avez envie de faire cette expérience, à la faire véritablement seule. Donc à vous dire, par exemple, ça peut être, même si vous n'avez pas envie de partir, un samedi après-midi. Un jour, voilà, vous avez une après-midi disponible, le week-end ou la semaine selon vos horaires de boulot. Vous prenez une après-midi, vous allez au parc, vous allez vous balader, vous faites n'importe quoi et vous mettez votre téléphone en avion, ok? Vous n'avez pas besoin de le laisser à la maison, mais vous le mettez en avion et vous essayez de vous faire une après-midi complètement seule. Et je vous garantis que l'expérience vaut le détour. Au début, ça peut faire un peu bizarre, mais en fait, au bout d'un moment, on commence à se rendre compte qu'il y a une espèce de dialogue intérieur qui s'enclenche. Ça peut paraître chelou de se parler tout seul, mais c'est vraiment stylé en fait. On apprend vraiment à se connaître et on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir là maintenant ? Qu'est-ce que j'ai envie de manger au restaurant ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain quand on est sur un voyage ou quoi que ce soit ? Et en fait, le fait de faire ça, c'est pour ça que le voyage est intéressant quand on fait ça un peu plus, parce que les jours qui passent, en fait, on se découvre soi-même dans différents types d'activités sans l'influence de personne. Et ça, c'est très impressionnant à vivre et selon moi, c'est une énorme clé d'amour-propre et de découverte de soi-même. Je suis vraiment convaincue du pouvoir du voyage en solitaire. Vraiment, vraiment. Je vous en reparlerai probablement parce que ça a véritablement changé ma vie, ok ? Encore une fois, je partais de très loin sur ces sujets-là et être capable de se prouver à soi-même qu'on arrive à gérer le quotidien, qu'on arrive à faire des trucs tout seul, etc., c'est génial. Alors, ce qui se passe en général, c'est qu'au début du voyage, moi, je me rappelle quand je suis arrivée la première nuit en tour du monde, je suis arrivée, donc j'étais retournée à Bali. Mon premier voyage était à Bali et le deuxième, j'étais retournée à Bali parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, zone de confort, zone d'apprentissage, zone de panique. Moi, ça me rassurait pour un début de tour du monde de retourner dans un pays que je connaissais. Chacun fait comme il veut, mais pour moi, c'était vraiment un truc qui me rassurait. Donc, je me mettais déjà en challenge. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, cocotte, retourne dans un endroit que tu connais. Donc, je suis retournée à Bali. Et en fait, je me rappelle, le premier matin en me réveillant, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai 1 an de tour du monde, c'est un truc de dingue, c'est un vrai luxe de pouvoir vivre ça. J'avais vraiment conscience de ma chance. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait ? Il n'y avait personne pour interagir avec moi. Et j'étais habituée, comme la plupart des gens, à poser des questions à des potes ou à, je sais pas, quand j'étais en couple ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances, etc., etc. Le fait de ne pas avoir d'interlocuteur et d'être face à soi-même pour ce genre de questions, c'est un truc de ouf. Et au début, c'est un peu perturbant. Sauf qu'après, on commence vraiment, du coup, à apprendre à se connaître soi-même par soi-même. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est vraiment un face-à-face. Et c'est la première fois, en général, qu'on est capable de se regarder dans un miroir. Et je parle beaucoup sur ce podcast, j'en ai parlé la semaine dernière, etc., du fait que pour moi, il fallait être capable de se regarder dans un miroir et de voir aussi ce qui en nous était un peu dysfonctionnel et qui avait besoin d'amour et d'être mis en lumière pour pouvoir être libéré. Et je crois que ça, ce n'est possible absolument que dans la solitude. Vraiment, alors en dehors, je parle pas de la thérapie, du coaching, etc., qui sont des vis-à-vis, où en fait le rôle de l'accompagnant, c'est de vous faire miroir, justement, et de vous permettre de voir en vous-même. Donc ça, c'est génial. Mais dans le quotidien, il n'y a pas quelqu'un à côté de vous en permanence qui va vous faire un miroir, ok ? Donc en fait, dans le quotidien, c'est vraiment, je trouve hyper précieux d'être capable de voir à l'intérieur de soi et d'entretenir cette espèce de relation avec soi-même qui nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Quand on apprivoise la solitude, on est capable de reprendre les rênes de sa vie. C'est pas compliqué. On redevient vraiment le personnage principal de sa vie, ok ? Alors que quand on n'est pas capable d'être seul, on est en permanence influencé par les opinions des autres, par les avis des autres, par les jugements des autres. On se fait un peu balader comme ça. Je fais ça volontairement parce que, je sais pas vous, mais moi, c'est ce que je ressentais à l'époque. Je sentais que quand j'avais un choix à faire, j'étais un peu comme ça. Je demandais à telle copine, à tel copain, aux parents, au machin, au truc, et j'étais ballottée. Sauf que personne n'est vous. Personne ne sait ce qui est bon pour vous, en fait. Et c'est pour ça que même en tant qu'accompagnant, en tant que coach, etc., on est plutôt en train de vous poser des questions, en général, pour vous aider à trouver vos propres réponses. Moi, je ne suis pas à l'intérieur de vous. Votre partenaire n'est pas à l'intérieur de vous, sans mauvais jeu de mots.
Ça n'a été pas mal. Enfin voilà, les gens sont pas à l'intérieur de votre esprit, ils sont pas à l'intérieur de votre cœur, ils peuvent pas savoir ce qui est juste pour vous. Il y a que vous qui pouvez le savoir. Sauf que pour réussir à faire ce qui est juste pour vous, encore faut-il être capable d'aller voir à l'intérieur. Et donc de prendre du temps avec vous-même, sans aucune influence, pour aller voir à l'intérieur. Moi honnêtement, je ne serais pas là où je suis. Et je ne serais pas dans la paix et la joie que j'ai trouvée malgré tout ce que j'ai subi dans ma vie si je n'avais pas passé autant de temps seule. Vraiment. La solitude a été ma porte de salvation. Vraiment. Parce qu'en plus, dans la solitude, on entend son âme et on entend Dieu. Voilà. Donc pour ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, pour ceux qui veulent vraiment essayer de retrouver le chemin, le plan qu'il a pour nous, j'en parlais dans l'épisode précédent si ça vous intéresse, il faut absolument être capable de maîtriser la solitude. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui vont chercher les réponses, par exemple, en allant à l'église tous les dimanches, etc. C'est génial. Moi, je suis croyante, donc je vais à l'église, il n'y a pas de problème avec ça. Ça nous aide énormément. Là, c'est des personnes qui nous donnent un peu de direction, parce qu'il y a des personnes qui parlent, il y a des personnes qui nous donnent des messages, et ça peut vraiment nous aider, ok ? Mais si le reste de la semaine, on n'est pas capable de un peu prendre le temps pour soi, de voir un peu ce que ça a fait bouger à l'intérieur, de dialoguer avec soi, de dialoguer avec son âme, de dialoguer avec Dieu, etc., ces messages vont rester en superficie, ils vont pas descendre dans l'être. Vous voyez ce que je veux dire ? La solitude est la clé vraiment de l'alignement et du discernement et selon moi de la paix. Et c'est la clé qui nous permet vraiment de faire les bons choix pour soi. Je crois que dans la vie, il n'y a rien de plus important que de faire les bons choix. La vie, selon moi, n'est qu'une question de choix. On a notre libre arbitre, même s'il est un peu pollué. Et ça, on va beaucoup en parler sur ce podcast. Il est pollué, il est influencé selon ce qu'on a vécu dans notre enfance. On n'a pas du tout notre libre arbitre de la même manière. Voilà. Les gens comme moi qui ont été maltraités ou qui ont vécu des gros traumatismes, et ben en fait, malheureusement, notre libre arbitre est violé, entre guillemets. Je sais que c'est pas beau de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment, il n'est pas complètement libre, ok ? Parce qu'il a été extrêmement, extrêmement broyé. Donc pour moi, selon moi, il y a une reconquête de son libre arbitre, d'accord ? Mais plus on passe de temps avec soi-même, plus on apprend à découvrir ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK pour nous, ce qu'on aime, qui on est véritablement sans le regard de personne, plus on est capable de faire les bons choix pour soi. Je pense notamment à un truc qui est hyper important, c'est que quand on est seul, on découvre un peu nos valeurs, ce qui est vraiment important pour nous. Les valeurs, c'est ce qui guide notre vie. Sauf que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas nos valeurs à la base. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver mes valeurs. Et je me rappellerai toujours quand j'ai bossé la première fois sur mes valeurs avec une coach, il y a à peu près, je pense, 10 ans, et qu'elle m'avait dit, c'est quoi tes valeurs, Marie-Alix ? Et je lui avais dit, la liberté. Et elle avait rigolé en me disant, mais ça veut rien dire, la liberté, Marie-Alix. Tout le monde dit ça. Ça veut dire quoi, liberté pour toi ? Tu mets quoi derrière ? Est-ce que tu veux dire liberté de penser ? Est-ce que tu veux dire liberté de mouvement ? Est-ce que tu veux parler de voyage ? C'est quoi être libre pour toi ? Et c'était une super bonne question. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai refait cet exercice sur les valeurs il y a quelques jours, alors que, vous voyez, ça fait quand même longtemps que je suis sur ce truc-là. J'ai été formée au coaching en 2017 pendant mon voyage, justement, donc 2017-2018. Donc ça fait longtemps que j'ai appris à bosser sur tout ça, etc. J'ai reposé mes valeurs, elles s'affinent encore de plus en plus. Alors ça reste globalement les mêmes, hein. Mais par exemple, l'honnêteté s'est transformée en vérité. Maintenant, c'est un truc qui est plus... c'est vraiment la vérité, ma valeur fondamentale. Alors qu'avant, je disais honnêteté, et l'honnêteté rentre dedans. Mais bref, en fait, on voit quand on travaille sur ces valeurs qu'elles se réalignent pour aller de plus en plus finement vers vraiment ce que c'est pour nous, ok ? Et ce qui sont vraiment nos valeurs fondamentales. Nos valeurs fondamentales, c'est qui on est véritablement. C'est vraiment notre essence, ok ? C'est ce qui doit guider notre vie et nos choix. Je vous prends l'exemple, là je viens de vous le donner, ma valeur fondamentale, c'est la vérité. Je ne supporte pas le mensonge, d'accord ? Donc ça fait que dans ma vie, les gens que je sens qui sont faux, les gens que je sens qui se mentent à eux-mêmes ou qui mentent aux autres, c'est un truc qui, moi, va m'activer, ok ? Je ne supporte pas. Parce que je vois qu'on est en train de mentir, en fait. Je sens le mensonge et c'est quelque chose qui m'active. Pourquoi ? Parce que c'est ma valeur fondamentale, donc ça guide ma vie. Et ça fait quoi ? Ça fait que je ne peux pas être en couple avec quelqu'un qui ment ou qui se ment à soi-même. Ça fait que je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui est comme ça. Je ne peux pas être proche de gens comme ça parce que ça vient vraiment littéralement heurter ma valeur fondamentale, ok ? Et donc c'est pour ça que les valeurs sont importantes à connaître parce que ça nous permet d'avoir des critères ensuite un peu plus précis de relations, de jobs, de choses comme ça. C'est pareil, je pourrais pas être dans un emploi où on me demande de mentir, c'est pas possible en fait. Donc il y a plein de choses comme ça, ok ? Je vous ai donné cette valeur-là, mais ça peut être complètement autre chose pour vous. Enfin voilà, il y a... Le travail sur les valeurs, c'est encore autre chose, d'accord ? Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment important du coup d'avoir du temps d'introspection. Voilà, c'est le mot que je voulais dire depuis tout à l'heure, il sortait pas.
d'apprendre à faire de l'introspection, d'apprendre à passer du temps avec soi-même, de tenir un carnet, un journal où on écrit, je sais pas, ce qu'on ressent dans la journée, ce qui remonte, les révélations qu'on peut avoir. Ah bah tiens, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est vrai, l'honnêteté, c'est très importante pour moi, mais en fait, l'honnêteté est englobée dans la vérité parce que c'est la vérité mon combat. Point barre. Voilà, et ça, je l'écris dans mon journal, et puis après, je le relis, etc. Ok ? C'est hyper important d'avoir du coup cette espèce de dialogue intérieur, cette espèce de relation à soi qui n'est polluée et qui n'est influencée par personne. Pour moi, la clé vraiment la porte de sortie des ténèbres, je parlais de la nuit noire de l'âme récemment, qui est une énorme crise existentielle, ok ? La porte de sortie de cet état-là où on est on ne sait plus trop qui on est, on ne sait plus trop où on est, il n'y a pas trop de sens dans notre vie, etc., c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi. Il n'y a rien qui est plus important pour moi que la connaissance de soi. On peut aimer les autres 20 fois mieux quand on s'aime soi-même 20 fois mieux. On peut aider les autres 20 fois mieux quand on s'aide soi-même 20 fois mieux. C'est pas de l'égoïsme. Pendant longtemps, on a cru que le développement personnel, c'était de l'égoïsme. Pas du tout. C'est de l'altruisme. Et c'est même pour moi une nécessité. Si on veut aimer correctement son entourage, encore faut-il être capable de se respecter et s'aimer soi-même. Parce que si on ne se respecte pas, si on s'aime pas soi-même, c'est le standard qu'on met dans notre relation, ok ? Moi, je sais qu'à l'époque où je ne me respectais pas et où je ne m'aimais pas, j'étais entourée de gens vraiment très malsains. Les personnes que j'ai côtoyées dans mon passé, pas toutes, mais il y a des personnes que j'ai côtoyées dans mon passé, mais je n'aurais jamais dû donner accès à moi à ces personnes-là, jamais. Et c'est pas prétentieux de dire ça. C'est juste que j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de ce que je vaux, je m'aime profondément aujourd'hui. Et je n'aurais jamais dû m'abaisser à ça. Et je vous encourage à ne pas vous abaisser à des relations qui ne vous respectent pas, des relations où vous ne vous sentez pas aimé comme vous êtes, parce que c'est très très toxique et c'est des choses qui viennent un peu nous détruire de l'intérieur. Et c'est là où la solitude a un pouvoir immense, c'est que notamment après des relations très toxiques, notamment de couple, la période de solitude qu'on peut s'offrir et qu'on peut partager avec soi-même, vraiment littéralement, permet la reconstruction. D'accord ? Quand on a vécu des graves traumatismes, quand on a côtoyé, encore une fois dans le cadre du couple principalement, mais ça peut être aussi des amitiés ou des jobs, où on a eu un boss vraiment très toxique, etc. Il y a plein de situations dans lesquelles malheureusement on peut être entouré de gens toxiques. Je crois que s'offrir une période de break et de solitude après ce genre de trauma, en fait, est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, sincèrement. Et vraiment, je sais que, encore une fois, voilà, je ne serais pas dans cet état-là si je ne m'étais pas offert du temps seul pour me remettre notamment de choses très dures que j'ai pu vivre ces dernières années. Si j'avais pas pris ce temps pour moi, je serais retournée dans des relations et en fait j'aurais rejoué des schémas. On en a aussi un peu parlé la semaine dernière, on rejoue des schémas, ok ? Inconsciemment. Pourquoi, je sais pas, dans notre couple, quand on est en couple avec des gens, ça se passe toujours de la même manière ? Pourquoi dans nos amitiés, ça se passe toujours de la même manière ? Quand on est trahi une fois, on est trahi 20 fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des schémas qui se rejouent. Et en général, si on revient un peu en arrière, ça fait un peu mal à l'ego, mais c'est important de le reconnaître pour pouvoir faire de meilleurs choix, c'est qu'on n'a pas fait des bons choix, ok ? Nos choix relationnels sont pas forcément bons parce qu'ils sont influencés par nos blessures passées. Et c'est aussi pour ça que je parle beaucoup sur ce podcast du fait de laisser nos blessures remonter, de les conscientiser, de parler aux parties de nous qui ont été blessées dans le passé, notamment quand on était enfant. Donc les parties de nous, vraiment aller parler à l'enfant intérieur, à tous les petits enfants intérieurs qui ont été blessés, pour les accueillir et les réintégrer à l'intérieur de soi et trouver petit à petit ce qu'on appelle la complétude, redevenir complet. Toutes les parties de nous qui ont été brisées, qui ont été abîmées, les réintégrer progressivement. Et ça, c'est le travail d'une vie. Je ne vais pas en parler particulièrement sur cette vidéo, mais en tout cas, c'est juste pour dire que ce travail-là ne peut se faire que dans la solitude ou bien sûr avec des thérapeutes, accompagnants, etc., dans le cadre du travail sur l'enfant intérieur, tout ça. Ça, on peut le faire en étant accompagné, ok ? Mais même en étant accompagné, je crois que tôt ou tard, c'est hyper important d'être capable de pouvoir le faire seul, parce que parfois, on a une blessure qui peut popper en plein milieu de la journée et il n'y a personne pour en parler, d'accord ? Donc, si la blessure, elle pop en plein milieu de la journée, l'objectif, c'est pas de parler à un robot, c'est de pas parler à ChatGPT. Ça peut arriver, ok ? C'est ok, faut pas se juger. Si vraiment, vous avez personne à qui parler et que ça vous fait du bien de parler à ChatGPT, c'est ok. Je vous encourage plutôt à parler à Dieu. Si c'est le cas, je me permets. Entre ChatGPT et Dieu, vraiment, il n'y a pas photo, ok ? Mais vraiment, tout ça pour dire, encore une fois, que le travail intérieur, le travail de dépouillement de ce qu'on n'est pas vraiment, de nos blessures, de ce qui nous fait du mal, le travail de réconciliation avec soi-même, avec les parts de soi qui ont été blessées, qu'on a pu mettre de côté, qu'on a pu ignorer, etc., il se fait dans la solitude. Donc la solitude est la clé, selon moi, de l'alignement, de la paix, de la joie, et de l'amour pour les autres aussi. Parce que plus
on passe de temps seul, plus on s'aime. Et plus on s'aime, plus on a d'amour qui déborde pour donner aux autres, d'accord ? Et là, j'ai mentionné un peu Dieu dans cet épisode, mais pas trop, parce que je voulais vraiment mettre le focus sur votre relation à vous-même. C'est très important. Il y a la relation avec Dieu et puis il y a la relation avec son âme, d'accord ? Mais effectivement, Dieu n'est trouvable, je ne sais pas si ce mot, voilà. On ne peut trouver Dieu que dans la solitude, d'accord ? On peut parfois être touché, je sais pas, dans une église ou dans un événement ou par quelqu'un qui donne son témoignage. On peut être touché par Dieu à ce moment-là, bien sûr. Mais cultiver sa relation à Dieu, c'est dans la solitude, c'est dans l'intimité de vraiment, je prends un moment que avec Dieu, je lui parle et on est dans un dialogue comme ça, sans aucune influence autour, d'accord ? On peut aussi le faire bien sûr dans sa tête, même s'il y a des gens autour, ça fonctionne très bien, mais je pense que ça demande un peu d'entraînement. Le plus facile pour rentrer en communication avec lui ou pour rentrer en communication avec son âme, c'est dans la solitude, d'accord ? Et c'est des dialogues, si vous n'êtes pas à l'aise de les faire à l'oral, vous pouvez les faire dans votre tête, ça fonctionne très bien, ok ? J'en ai beaucoup dit sur cet épisode. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous recommande sur ce sujet, si la solitude pour vous c'est difficile et que vous êtes plutôt dans une solitude subie, où vous n'avez pas forcément beaucoup d'entourage autour de vous, vous aimeriez créer des liens mais ça ne fonctionne pas, etc., etc., pour apprendre à l'apprivoiser et pour trouver l'immense liberté qui se trouve là-dedans, parce que vraiment c'est une immense liberté qui se trouve là-dedans, je vous encourage à lire le livre d'Alexia Borg qui s'appelle « La solitude est un connard ». C'est relativement bien dit, où elle explique, je trouve très bien, le fait que la solitude subie peut être apprivoisée et qu'à un moment donné aussi, et ça, bon, je peux en témoigner aussi, il faut faire aussi attention à l'isolement. Okay, il y a 2 types de solitude, je crois qu'elle parle de 2 types de solitude ou peut-être plus, je ne veux pas dire de bêtises, donc vraiment, achetez son livre, il est génial. Mais il y a la solitude subie, où en fait on n'a pas vraiment envie d'être seul, mais bah, là on n'a personne avec qui partager un moment. Et puis il y a la solitude qui est choisie. Donc ça c'est un peu la solitude dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment faire le choix de s'accorder des moments seuls. Et vous allez voir que ça va crescendo. C'est-à-dire qu'au début, vous allez peut-être vous faire 2 heures tout seul dans un parc le samedi. Et ça va vous paraître énorme. Et c'est déjà très bien. Vraiment. Chaque petit challenge comme ça, félicitez-vous, c'est génial. Il y a plein de gens qui n'arrivent jamais à faire ça de leur vie. D'accord ? Donc c'est super de pouvoir faire ça. Donc vous pouvez faire 2 heures. La semaine d'après, vous faites, je sais pas, l'après-midi. Et puis vous vous prévoyez un week-end, j'en sais rien, une nuit d'hôtel quelque part, par exemple, quelques mois plus tard, quand vous le sentez et que vous sentez que là, c'est OK et on peut y aller. Et je vous garantis que c'est vraiment trop bien de faire ça en plus. Enfin, vraiment, des petits reset comme ça, c'est un truc de fou. Mais pour revenir à ça, pour la solitude choisie. Après, et là je fais juste une mention à ça, il faut faire attention à l'autre extrême où en fait la solitude a été tellement apprivoisée et une zone de joie tellement grande et on est tellement bien seul qu'on tombe dans l'isolement prolongé. Ça, je peux en témoigner aussi parce que clairement, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour de ma vie, sincèrement. Enfin, il y a même des gens qui pensaient que j'étais quelqu'un d'introverti et je suis extrêmement extravertie. Parce que j'étais tout le temps, je refusais les invitations, j'étais tout le temps comme ça, j'étais trop bien toute seule et je voulais pas trop rentrer en lien. J'ai eu des mois comme ça, j'avais vraiment besoin de me ressourcer dans la présence toute seule avec moi-même et avec Dieu. C'était très important pour moi. Et je fais une mention, Dieu prépare les gens qui l'envoient, qui donnent des appels dans la solitude. Okay ? Donc si vous sentez que vous avez un appel de Dieu, ça nécessite forcément une période de solitude avec lui. Je referme la parenthèse, ça on en reparlera plus tard. Donc pour revenir à ça, pour moi c'était dur en fait de sortir de cet isolement qui était choisi parce que j'étais au final bien mieux seule qu'avec la plupart des gens. Je me sens tellement bien avec moi-même aujourd'hui que je suis bien mieux seule qu'avec la plupart des personnes. Alors, j'adore les gens, j'aime profondément les gens, voilà, mais c'est vrai que la solitude, une fois qu'on s'aime soi-même et qu'on est bien avec soi-même, on peut avoir du mal à repasser sur le fait de s'ouvrir aux gens, d'accord ? Donc l'objectif n'est pas de tomber dans l'isolement qui dure trop longtemps. Et ça, bah voilà, aujourd'hui je peux clairement en témoigner et Alexia en parle très bien dans son livre aussi. Il faut faire attention aux périodes d'isolement qui se traînent un peu trop parce que ça peut aussi être un piège, d'accord ? Le fait d'être trop dépendant des autres est un piège, on l'a vu, et le fait d'être trop dans le fait de s'isoler des autres est aussi un piège. Donc comme d'habitude, comme dans tous les sujets, l'objectif c'est de trouver son équilibre. Okay ? Et ça prend du temps, mais sur cet épisode, on n'était pas tant sur l'isolement que sur le sujet d'apprivoiser sa solitude. Donc vraiment, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous faire un petit challenge. On est le 16 juillet, donc on est en plein été. Franchement, je pense que c'est un bon moment pour se faire un petit challenge un peu foufou comme ça. N'hésitez pas à vous faire un petit, une nuit quelque part, des vacances pourquoi pas. Pour les gens qui, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas envie de partir en vacances, qui viennent de se séparer, qui n'ont pas d'amis avec qui partir, pourquoi pas se faire un petit challenge. Alors, parenthèse, si vous voulez faire ce genre de choses, je vous conseille d'aller dans un endroit qui vous paraît sécure, ok ? C'est mon conseil, tout le monde ne fait pas ça. Mais par exemple, quand je suis partie pour la première fois seule en voyage, j'ai choisi Bali, pourquoi ? Parce que j'avais vu qu'il y avait plein de femmes, notamment, qui voyageaient seules là-bas. Et quand on est une femme, on voyage pas pareil que quand on est un homme, c'est encore une injustice. Les mecs ont beaucoup moins peur que les femmes quand on part seul, voilà, on a moins de trucs à gérer quand on est un homme que quand on est une femme. Donc, je vous encourage à vraiment faire vos recherches. Si déjà le fait d'être seul
et quelque chose qui est un challenge pour vous, n'allez pas vous rajouter un degré de challenge hyper haut en allant dans un endroit qui vous paraît pas sécure, où vous avez peur, etc. Si ça vous dit, allez-y, il y a des warriors, hein, moi franchement, respect total. Mais si vous sentez que c'est un peu, voilà, renseignez-vous, regardez sur des forums, il y a des forums sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Si vous tapez voyage en solitaire, voyage solo, etc., vous verrez des groupes, vous pourrez interagir. En France, il y a des destinations aussi qui sont probablement très bien pour ça. Je pense qu'il y a tout ce qui est un peu en bord de mer, etc. Parce qu'au final, il faut aussi vous dire que même si vous êtes seul, dans le sens où là, vous partez seul, il y aura des gens, en fait. Il y aura des gens, quand on est en voyage, par exemple, au bout du monde, il y a des auberges de jeunesse, il y a des choses comme ça, donc on peut rencontrer du monde, ok ? J'ai pas passé un an toute seule, ce serait faux de vous dire ça. Je me suis fait énormément de potes, d'accord ? Parce qu'il y avait des auberges de jeunesse, parce qu'on se rencontrait, on est très aux quatre coins du monde, mais il y a eu des moments où quand j'avais besoin d'être seule, j'étais seule, et puis les moments où je voulais être avec des gens, j'étais avec des gens. J'ai pas passé un an toute seule, H24, c'est pas vrai, ok ? Mais c'est plutôt qu'à ce moment-là, on choisit les moments où on veut être dans du sociable, et des moments où on n'a pas envie. Donc je m'arrête là pour cet épisode qui était assez long déjà. J'espère que ça vous aura donné envie de passer plus de temps avec vous-même. Vraiment, je peux que vous encourager à apprendre à vous connaître sous différentes facettes et dans des environnements qui ne sont pas vos environnements habituels. Parce que plus on fait des trucs qui ne sont pas la norme ou j'en sais rien, on se fait un petit voyage, on découvre, on découvre la plongée, on découvre des trucs comme ça, des nouvelles activités aussi, plus on découvre des facettes de soi qu'on ne connaissait pas forcément. Et on peut se rendre compte, par exemple, moi je me suis rendu compte, je pensais que j'étais quelqu'un d'ultra dépendante affective. J'étais ultra dépendante affective. Vraiment, dans le passé, c'était vraiment terrible. Je vous ai donné quelques éléments, mais je vous garantis que c'était à un niveau très, très élevé de dépendance affective. Je pensais être quelqu'un qui était hyper extraverti. Et oui, je suis très extravertie, mais j'ai aussi ce côté qui est hyper, hyper important pour moi d'être vraiment introvertie et d'être dans l'introspection. C'est super important pour moi. C'est même vital, en fait, aujourd'hui, en vérité. Et puis, j'ai aussi découvert que j'étais plus du tout dépendante affective. Mais vraiment plus du tout. Je suis passée de quelqu'un qui avait un vrai problème avec ça, qui était légitime, vu mon histoire. Et c'est aussi pour ça que je vous ai témoigné de ce bout de mon histoire, parce que c'est évident quand on a été abandonné ou quand on a eu des parents qui n'étaient pas présents, etc., on a du mal avec ça, on a besoin d'affection, c'est humain, d'accord ? Donc il n'y a pas à se juger pour ça. Mais par contre, je suis passée de cet extrême-là à vraiment une véritable indépendance, véritablement. Aujourd'hui, je considère que c'est ok si je suis toute seule, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, j'aime les gens, mais je sélectionne avec beaucoup, beaucoup de précision les personnes à qui je donne accès à moi dans, pas pour être pote, je peux être pote avec tout le monde, ça c'est ok, mais dans le cercle intime. Ça, le cercle intime, maintenant, il est vraiment, vraiment que pour des personnes avec qui je sens qu'on est vraiment raccord sur les valeurs, ok ? Donc, je referme la parenthèse, on reparlera de toute façon de tout ça plus tard, des relations, etc. Mais pour revenir à la solitude, écoutez, je serais très curieuse de savoir en tout cas si vous avez déjà expérimenté ça, si vous avez déjà expérimenté des moments comme ça seul, si ça vous a fait du bien, si vous avez réussi à apprivoiser votre solitude, si vous avez prévu peut-être un petit voyage un peu tout seul dans quelques temps. Franchement, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, ça me ferait super plaisir de voir un peu ce qui peut vos propres parcours, vos propres expériences, parce que je trouve ça toujours très intéressant de pouvoir interagir. Et c'est vrai que dans les vidéos précédentes, je ne l'ai pas forcément proposé, mais vraiment n'hésitez pas à laisser des commentaires. L'objectif, c'est qu'on puisse vraiment interagir, et s'il y a des choses sur lesquelles je peux répondre, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc en tout cas, je vous souhaite une super journée et j'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous retrouver avec vous-même et de vous accorder l'amour que vous méritez pour vous-même.